C'est marrant. On va commencer par une introduction à la fusion nucléaire, donc qui va durer 20 grosses minutes, hein, peut-être un peu plus sans doute. J'ai l'habitude de déborder. Puis une présentation du matériel pédagogique qui a été fait par FuseNet, qui est un organisme qui rassemble, on va dire, l'ensemble des laboratoires qui font de la recherche dans la fusion nucléaire en Europe. Oui. Alors, c'est parti. Tout le monde m'entend encore? Parfait. Allez, c'est parti pour la fusion. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette présentation? Donc, je vais parler de la fusion nucléaire, du confinement magnétique et des machines qu'on appelle les tokamaks. Comment est-ce qu'on chauffe le plasma, le gaz chaud à l'intérieur de ces machines? Et puis, on va parler des machines françaises, Torsupra Ouest, et puis de la machine internationale ITER qui est en construction à Cadarache, avant de conclure. Alors, la fusion nucléaire, tout d'abord. La fusion nucléaire, c'est ce qui fait tourner toutes les étoiles de l'univers, et donc notre Soleil est une étoile en particulier. Donc la fusion nucléaire, c'est ce qu'il y a au cœur des étoiles. C'est la fusion des noyaux d'hydrogène au cœur des étoiles en particulier. Et c'est le processus qui permet de créer tous les éléments de l'univers. Donc, tout ce que vous connaissez est constitué d'atomes, et ces différents atomes, ces différentes molécules, en tout cas, les différents atomes ont tous été créés à l'issue des réactions de fusion. C'est pour ça, souvent, qu'on entend dire que nous ne sommes que des poussières d'étoiles, ce qui est vrai. Tous les éléments ont été créés dans les étoiles. Alors, souvent, quand on reçoit des gens, et c'est normal, il y a une grosse confusion entre fusion nucléaire et fission nucléaire. Ça commence et ça se termine pas pareil, mais ce sont des principes qui sont opposés. La fission nucléaire, c'est quand on prend un noyau atomique qui est lourd et qu'on le casse en noyaux qui sont plus légers. Ça produit de l'énergie. Et c'est ce qui fait fonctionner actuellement toutes les centrales dites nucléaires. Elles fonctionnent à partir de la fission nucléaire. La fusion, on va voir, c'est le contraire. Alors juste avant, pour dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à faire de la fusion et voilà, pourquoi on ne reste pas sur la fission, pourquoi on veut chercher la fission, c'est une question en général que je pose aux gens qui viennent ici. Si vous avez un grand appartement ou une maison, on va dire, relativement modeste, vous devez payer, j'imagine, une facture d'électricité qui est entre 1 000 ou 2 000 euros par an. Peu près, donc c'est à peu près 10 000 kWh. Donc la question est, il vous faudrait l'équivalent de combien de matériaux, les matériaux qui sont ici, pour créer cette énergie-là. Donc si c'était du bois, il faudrait à peu près 2,6 tonnes, il faudrait brûler de façon efficace 2,6 tonnes de bois pour alimenter en énergie votre maison pendant un an. Si c'était du charbon, il faudrait 1,2 tonne. Donc, vous voyez déjà, on a diminué. D'où, voilà pourquoi on utilise beaucoup le charbon. C'est parce que la densité énergétique du charbon est meilleure que celle du bois. Mais on a encore trouvé mieux depuis, comme le pétrole. Il faudrait 860 kg de pétrole pour alimenter votre maison pendant un an. Et de pétrole raffiné, c'est de l'essence. Il faudrait un petit peu moins d'essence que de pétrole. Et puis, la pierre jaune qui est en bas, c'est de l'uranium. Et tout de suite, on voit qu'on aurait besoin, en utilisant la fission des atomes d'uranium, on n'aurait besoin que de 86 grammes d'uranium. Donc, on passe de plusieurs centaines de litres ou plusieurs centaines de kilos à juste quelques dizaines de grammes en utilisant la fission nucléaire de l'uranium, ce qui fonctionne dans les centrales nucléaires actuellement. Et enfin, de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce qu'avec 1,5 litre d'eau, si on était capable aujourd'hui d'extraire le deutérium et le faire fusionner à partir de ce 1,5 litre d'eau, ça suffirait pour vous donner de l'énergie pour votre maison pendant un an. Et alors, une petite question, en fait, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais on ne voit pas la pierre jaune. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait le partage d'écran. Ah, il n'y a que la pierre jaune que vous ne voyez pas? Non, on n'a pas de support visuel. Ah. Faites votre partage d'écran, en fait. Comment ça se fait?
Voilà, c'est parfait. Merci. Effectivement, si vous aviez... Personne ne voyait rien depuis le début. Allez, donc voilà, la pierre jaune, elle est là. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec la fusion nucléaire, c'est qu'effectivement, en théorie, en tout cas du moins, avec 1,5 litre d'eau, on serait capable de fournir beaucoup d'énergie. Et voilà pourquoi c'est intéressant, parce que de l'eau, sur Terre, il y en a beaucoup, hein, notamment de l'eau de mer. Donc, les avantages potentiels de la fusion sont les suivants. Pour produire de l'énergie grâce à la fusion nucléaire, on imagine faire la fusion nucléaire des atomes de deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène. Cette réaction produit un neutron et un atome d'hélium. Donc l'atome d'hélium est absolument inoffensif, on peut le récupérer éventuellement pour le revendre, ça vaut assez cher en ce moment l'hélium. Les ressources sont très importantes, puisque du deutérium, on peut en trouver partout dans l'eau, en particulier dans l'eau de mer, il y a beaucoup d'eau de mer. La difficulté, c'est le tritium, qui est un élément radioactif qui a une demi-vie de 12 ans, ce qui fait que tous les 12 ans, on en perd la moitié. Donc ça, à l'état naturel sur Terre, il n'y en a pas, ou très peu. Mais on sait qu'on peut produire ce tritium en utilisant l'impact d'un neutron sur du lithium-6. Du coup, l'idée, c'est d'être en circuit fermé dans un futur réacteur et de produire le tritium uniquement dans le cœur du réacteur, de l'injecter quand on en a besoin de cette manière. Gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'émission de CO2. C'est intrinsèquement sûr, contrairement à la fission nucléaire, parce qu'on ne risque pas avec la fusion d'obtenir des réactions en chaîne ni de fonte de cœur. Au contraire, à la moindre perturbation de la machine, en fait, on va voir que les conditions favorables à la fusion s'arrêtent immédiatement. Pour nous, c'est presque plus un problème en termes de recherche, parce qu'effectivement, c'est compliqué d'obtenir les conditions favorables à la fusion nucléaire. Autre avantage, une empreinte géographique qui est faible par rapport à une ferme solaire ou une ferme éolienne qui produit plusieurs dizaines, centaines de mégawatts. Hein, il faut une certaine place. Et puis un volume de déchets radioactifs faible, puisque dans la fusion nucléaire, le résultat de la réaction, c'est de l'hélium qui n'est pas radioactif. Et c'est uniquement les parois du réacteur qui, elles, vont devenir radioactives parce qu'elles vont recevoir l'impact de ces neutrons. Mais du coup, cette partie radioactive est uniquement restreinte au volume du réacteur, qui est relativement faible sur toute sa vie. Donc, pour revenir à la fusion, le moteur des étoiles, comment faire ça sur Terre? Alors, sur Terre, on ne peut pas reproduire exactement les mêmes conditions qu'au cœur du Soleil, parce que le Soleil est vraiment très, très grand. Hein, et donc les mécanismes de fusion dans le Soleil on ne peut pas les reproduire à l'identique sur Terre, sauf, bien sûr, évidemment, vous l'avez déjà sans doute vu, dans certains films. Mais ça, c'est dans les films. Nous, ce qu'on envisage, qu'on aimerait faire un jour, c'est la réaction nucléaire donc de fusion entre le deutérium et le tritium, deux isotopes de l'hydrogène, mais pour arriver aux conditions nécessaires à avoir ces réactions de fusion, on a besoin d'avoir une température qui soit de l'ordre de 150 millions de degrés, ce qui est 10 fois plus chaud que la température au cœur du Soleil, d'avoir une densité d'ions, c'est-à-dire un nombre d'atomes par unité de volume de l'ordre de 10-20 mètres cubes, ce qui n'est pas tant que ça, parce que ça revient à c'est 1 million de fois moins dense que la densité de l'air qu'on respire. Donc c'est quelque chose d'assez ténu. Et puis, évidemment, on veut produire de l'énergie le plus longtemps possible, donc de façon quasi continue. Donc, il faut pouvoir maintenir cette réaction pendant des temps très longs, hein, des milliers de secondes, bien sûr, des milliers de minutes, idéalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle d'avoir un temps de confinement de l'énergie qui est de l'ordre de la seconde. Alors, le temps de confinement de l'énergie, c'est le temps que met le plasma à se vider de son énergie si tout d'un coup, on arrêtait de le chauffer. Et ce temps-là, on va le voir, en fait, la physique nous dit qu'il est vraiment lié principalement au volume du plasma. Donc, si on veut un jour pouvoir faire un réacteur de fusion nucléaire, pour l'instant, on bute sur le fait que ce réacteur a besoin d'être gros. On en reparlera tout à l'heure dans le cadre d'ITER. Alors, le plasma à cette température, donc quand on a dépassé plusieurs millions de degrés, et en particulier à 150 millions de degrés,
le gaz de deutérium et de tritium devient ce qu'on appelle un plasma. Alors, le plasma, c'est quoi? C'est une sorte de soupe de particules électriquement chargées, c'est-à-dire que les électrons qui tournaient autour des noyaux ont été arrachés. Donc, on a à la fois des ions et des électrons, et tout ça joyeusement mélangé. Joyeusement, ça a un comportement qui est non linéaire, donc qui n'est pas facile à décrire avec des équations simples, pas facile même à résoudre avec des ordinateurs très puissants. Selon l'échelle à laquelle on va vouloir le décrire, on va utiliser des équations fluides, des équations de particules, des équations statistiques, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser le fait que le plasma est sensible au champ électrique et au champ magnétique, et c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de le maîtriser. Alors, les plasmas, il y en a tout un tas de gammes de plasmas. On s'en sert par exemple, on s'en sert pour propulser un certain nombre de satellites. Les plasmas, on les voit régulièrement quand on voit des éclairs, etc. Il y a différents types de plasmas qui sont différents selon le nombre de particules par unité de volume et leur température. En ce qui concerne la fusion, ce sont des plasmas qui sont assez ténus, dont la densité est assez faible, mais à des températures qui sont très hautes. Alors voilà comment on compte en tout cas créer notre futur réacteur à fusion. Alors le confinement du plasma, là j'ai représenté, imaginez l'heure de pointe à Marseille par exemple. Le plasma est non magnétisé, dans ce cas-là, les ions, les électrons vont dans tous les sens sans direction privilégiée. Si par-dessus ce plasma on applique un champ magnétique, dans une direction donnée, qu'est-ce qui va se passer? Les ions et les électrons du plasma, vont tous avoir une direction privilégiée, un peu comme sur une autoroute. De cette manière-là, on va pouvoir du coup contrôler la façon dont les ions et les électrons se déplacent. Et l'idée qui est rapidement arrivée, c'est qu'on va essayer de reproduire ça, quelque chose dans un circuit fermé, par exemple dans ce qui pourrait ressembler à ce rond-point. En appliquant un champ magnétique circulaire, on va forcer les ions et les électrons à tourner comme ça, sans fin, sur une sorte de piste. Comment est-ce qu'on crée ce champ magnétique circulaire? Eh bien, on met des bobines tout autour. Donc là, c'est vu d'au-dessus. Donc, il faut imaginer ça comme une orange, comme les quartiers d'une orange. Mes bobines, c'est les quartiers d'orange. Et ces bobines vont créer ce champ magnétique circulaire qui nous intéresse. En 3D, ça ressemble à quelque chose comme ça. Mes bobines, c'est les objets rouges dans lesquels on fait circuler un courant électrique. Et ces bobines vont créer un champ magnétique dans lequel vont être piégés les particules, les ions et les électrons. Alors, les machines sur lesquelles on travaille s'appellent des tokamaks. Le nom tokamak, c'est un acronyme russe qui veut dire machine utilisant donc un champ magnétique, machine toroïdale utilisant un champ magnétique. Et pour faire fonctionner ça, on a deux objectifs. Donc, le premier, c'est de confiner ce plasma, je vous l'ai expliqué, donc créer un champ magnétique qui permet de confiner les particules à l'intérieur. C'est enfermer notre plasma dans une sorte de boîte magnétique. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'atteindre les conditions de température requises, donc plusieurs dizaines, idéalement une centaine de millions de degrés, de façon à amorcer ces réactions de fusion nucléaire. Dans un tokamak, pour faire tout ça, on utilise un courant électrique qu'on va faire circuler à l'intérieur du plasma. Le plasma, il se trouve qu'il est composé d'électrons et d'ions, donc il est conducteur électriquement. Et on va combiner le champ magnétique réalisé par mes bobines toroïdales, mes objets rouges, là, mes quartiers d'orange. On va le combiner à un deuxième champ magnétique qui est produit par un courant électrique qu'on fait circuler à l'intérieur de ce plasma. Donc, dans le cas de figure à gauche, vous avez un champ magnétique qui tourne de cette manière-là. Et le courant, lui, à droite, va produire un champ magnétique dans l'autre sens. Et la combinaison des deux va produire un champ magnétique hélicoïdal, donc torsadé. De cette manière, les ions et les électrons vont non seulement tourner dans ma machine, mais aussi aller de haut en bas, et vont être continuellement mélangés, continuellement brassés. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on se contentait d'avoir uniquement les bobines toroïdales, rapidement, pour des questions de gradient de champ magnétique, on aurait des électrons dans un sens et des ions dans l'autre sens,
et le plasma s'arrêterait de lui-même parce qu'il ne serait pas assez bien mélangé. Les machines sur lesquelles on travaille, donc les tokamaks, ont tout de même un certain nombre de limitations. Le plasma peut être considéré comme un métal, donc il a une résistivité électrique, mais pas de chance pour nous, cette résistivité électrique, elle diminue à mesure que la température du plasma monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, plus on va chauffer le plasma à de fortes températures, moins bien, moins facilement, il sera de le chauffer encore à des températures supérieures. Donc, du coup, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des chauffages additionnels, c'est-à-dire une technique qui va aller chauffer le plasma en plus de ce courant qui circule à l'intérieur. Et puis, deuxième limitation, les tokamaks sont des machines qui sont intrinsèquement pulsées. Elles fonctionnent par induction électrique. Ce courant, on le génère par induction électrique. Et ce courant, on ne peut pas le générer sur des temps très, très longs. Selon la taille de la machine, on va pouvoir générer ce courant sur des millisecondes, des secondes. Maintenant, sur les machines sur lesquelles on travaille, on est capable de générer ce courant pendant des dizaines de secondes, 1 minute pour les plus grosses machines, et puis dans le cas d'ITER, ce sera plusieurs minutes. Mais au-delà de ces plusieurs minutes, on est contraint d'arrêter de faire circuler ce courant dans le plasma, et du coup, le plasma s'arrête, on va dire, de lui-même. Donc, si un jour on veut faire des plasmas qui durent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est quand même l'objectif pour un réacteur qui produit de l'énergie, il faudra utiliser ce qu'on appelle un moyen de production de courant pour maintenir ce plasma dans le champ magnétique. Alors justement, comment est-ce qu'on chauffe ce plasma? On utilise différentes façons. La première, c'est injecter des faisceaux de particules neutres. On utilise la collision de ces particules pour transférer de l'énergie cinétique aux particules du plasma, et donc pour chauffer les particules du plasma. Comment on fait en pratique? On accélère des ions, on neutralise ces ions, c'est-à-dire qu'on leur rajoute ou on leur enlève, selon le signe de ces ions, des électrons de façon à avoir des particules neutres. Et ces particules neutres vont rentrer à l'intérieur du plasma, se ioniser, c'est-à-dire perdre leurs électrons, rencontrer les autres ions ou électrons du plasma, et les collisions entre elles vont augmenter la température, l'énergie cinétique du plasma. Donc ça, c'est une première méthode qui a fait ses preuves et qui marche plutôt bien. Une autre méthode qui a fait ses preuves et qui marche également bien, c'est d'utiliser des ondes électromagnétiques de la même façon qu'on utilise des micro-ondes à la maison pour chauffer le thé ou les pâtes. On peut utiliser des ondes électromagnétiques pour chauffer le plasma en utilisant des phénomènes de résonance ou d'accélération de particules. On va transférer l'énergie d'ondes électromagnétiques qu'on va injecter à l'intérieur du plasma, qui vont aller se coupler aux particules du plasma et augmenter leur énergie cinétique. On utilise pour ça différentes gammes de fréquences. Donc, j'ai représenté sur cette flèche les fréquences qui augmentent, et donc on utilise plusieurs gammes. Soit on va vouloir chauffer les ions dans le plasma, auquel cas on va utiliser ce qu'on appelle les fréquences cyclotroniques ioniques, qui sont à des fréquences autour de la dizaine de mégahertz, qui correspond aux fréquences de la radiodiffusion, télédiffusion. On peut également générer du courant pour faire des plasmas qui durent plus longtemps, avec des fréquences de l'ordre du gigahertz. Donc là, ça correspond à peu près aux fréquences qu'on utilise avec les téléphones portables ou les fours micro-ondes. Et puis enfin, on peut aussi aller chauffer directement les électrons dans le plasma en utilisant des fréquences qui sont plus hautes, autour de la centaine de gigahertz. Alors pourquoi des fréquences différentes selon les populations? Parce que la masse des ions et la masse des électrons est différente. Il y a un rapport à peu près 1000 entre les deux. Donc voilà pourquoi il y a un rapport de fréquence à peu près 1000 aussi entre les fréquences utilisées pour chauffer les ions et les fréquences utilisées pour les électrons. Alors, de quelle puissance avons-nous besoin? Alors là, je vais parler en micro-ondes. Mon unité de puissance, ça va être le micro-ondes. Vous avez peut-être tous un micro-ondes à la maison. L'ordre d'idée de la puissance d'un micro-ondes, c'est à peu près 1000 watts, donc 1 kW. Donc, on utilise dans les recherches pour la fusion nucléaire, on utilise vraiment beaucoup de puissance, souvent de l'ordre du mégawatt. Donc, un mégawatt, c'est 1 million de watts. Donc, ça représente 1000 micro-ondes. Donc, dans les expériences actuelles, on utilise
tout cumulé des puissances RF, radiofréquences, des puissances électromagnétiques de l'ordre d'une quarantaine de mégawatts dans les plus grosses installations mondiales, pour obtenir et pour maintenir ces plasmas à des températures proches de celles qui seront prévues dans ITER, le tokamak qu'on est en train de construire à côté, dont on va parler juste après. Dans les futures expériences, en particulier dans ITER, on va encore augmenter ce niveau de puissance en allant jusqu'à 73 ou 110 mégawatts de puissance selon les différents systèmes de chauffage, injection de particules neutres, chauffage des ions, FCI, chauffage des électrons, FCE. Mais dans le futur, on sait que ce ne sera sans doute pas suffisant pour atteindre les conditions requises pour un réacteur qui produit de l'énergie en continu. Et donc, on pense qu'on aura besoin à terme de puissance de l'ordre de 100 à 150 mégawatts pour chauffer le plasma, pour obtenir ces réactions de fusion nucléaire. Alors, un petit mot maintenant sur les expériences sur lesquelles on travaille, qui s'appellent TorSupra et WEST. Donc là, vous avez une image de TorSupra, qui est la machine, qui était la machine sur laquelle on travaillait au CEA à Cadarache, avant de la modifier pour maintenant s'appeler WEST. Alors, qu'est-ce que c'est que TorSupra ou WEST? C'est pareil. C'est une machine expérimentale donc, qui a été construite dans la fin des années 80, qui a démarré en 88, dont l'objectif est de montrer qu'on sait maintenir des plasmas sur des durées qui sont longues. Alors, quand on dit longue, c'est plusieurs minutes. Et le record du plasma, plasma de fusion, donc un plasma chaud qui a duré le plus longtemps, a été détenu pendant très longtemps par TorSupra avec plus de 6 minutes 30 secondes de plasma. Donc, on est sur des plasmas qui durent longtemps, mais qui ne sont pas forcément les plus chauds de ce qu'on sait produire sur Terre. Il existe une autre machine européenne qui se situe donc en Angleterre, qui s'appelle JET, et que vous verrez tout à l'heure dans le deuxième live stream. JET est une machine qui se situe à côté d'Oxford, donc en Angleterre, et qui a été construite pour faire des plasmas performants, pour démontrer qu'on était capable de produire de l'énergie par fusion nucléaire dans une machine expérimentale. C'est effectivement ce à quoi on est arrivé, avec des plasmas, on va dire chauds, mais qui ne durent pas forcément très longtemps, de l'ordre de la dizaine de secondes ou de la minute. Avec JET, on a réussi à démontrer qu'on savait produire de l'énergie à partir des réactions de fusion, qu'on produisait de l'énergie à partir des réactions de fusion, mais jusqu'à présent dans JET, on n'a pas réussi à produire plus d'énergie par les réactions de fusion dans le plasma que l'énergie qu'on a dû y mettre dans ce plasma pour le chauffer. C'est-à-dire qu'on a dépensé plus d'énergie pour chauffer le plasma que ce qu'on en a retiré grâce aux réactions de fusion nucléaire. Et ça, depuis, on sait que c'est notamment dû au fait que le plasma de JET n'est pas assez gros. Donc voilà pourquoi l'étape d'après, c'est ITER. ITER, c'est l'intégration des deux technologies, l'intégration des plasmas sur des longues durées, qui ont été appris en particulier à TorSupra, et puis l'intégration des plasmas de haute performance réalisés sur JET. L'objectif d'ITER, c'est du coup de réaliser des plasmas de haute performance encore plus qu'à JET, et sur des temps longs, encore plus que sur TorSupra. Voilà les deux objectifs d'ITER, principalement. ITER ne produira pas d'électricité. ITER, c'est uniquement une expérience dont l'objectif est de démontrer que, si oui ou non, on est capable de produire plus d'énergie avec les réactions de fusion nucléaire qu'on en a utilisé pour chauffer ce plasma. Il faut que le rendement, à la fin, en tout cas au niveau du plasma, soit positif pour que ça puisse commencer à devenir intéressant pour un jour produire de l'énergie et de l'électricité en particulier. Donc ITER, lui, c'est une expérience qui fonctionnera de temps en temps, une expérience scientifique et ne produira pas d'électricité. Il faudra, après ITER, une étape supérieure d'un réacteur ou d'un prototype de réacteur pour démontrer qu'on est capable de produire éventuellement de l'électricité sur des temps. Alors ITER, c'est une collaboration internationale qui rassemble 7 partenaires, donc l'Union européenne et la Suisse, donc en tant qu'un partenaire, la Chine, l'Inde, le Japon, la Fédération de Russie, la Corée du Sud et les États-Unis.
Ces 7 partenaires se sont mis d'accord pour concevoir tous ensemble une machine capable de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion à des fins énergétiques. Donc vraiment pour démontrer qu'on est capable de produire plus d'énergie qu'on en y a mis pour chauffer le plasma. Cette machine, elle est conçue pour confumer un mélange de deutérium et de tritium. Et donc, l'objectif de cette machine, c'est vraiment d'avoir un chauffage par les réactions de fusion, des réactions de fusion supérieures aux autres techniques de chauffage. C'est-à-dire qu'on veut produire plus d'énergie dans le plasma que ce qu'on y en a mis pour arriver à initier les réactions de fusion. ITER est beaucoup plus grand que les machines qu'on a construites jusqu'à présent. J'ai représenté sur cette image Torsupra ou West, qui est l'installation sur laquelle on travaille au CEA à Cadarache. Donc là, vous voyez près la taille, donc c'est en mètres. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer à l'intérieur de Torsupra ou de West. Un homme peut rentrer, ça fait à peu près 1,70 m de diamètre. L'expérience JET qui se trouve à Oxford, donc en Angleterre, est déjà beaucoup plus grande que Torsupra, à peu près 2 fois plus grande dans toutes les dimensions. Et ITER, alors JT60, c'est une machine qui est en construction et qui est en phase de démarrage au Japon. Vous voyez qu'elle est de taille à peu près similaire à JET, bien qu'un petit peu plus grande. Et ITER, qui est une machine qui est vraiment, vraiment beaucoup plus grande. Voilà à quoi ressemble ITER quand on la montre donc en image de synthèse. Et pour préciser, voici la taille d'un homme par rapport à ITER. Donc, il est vraiment tout petit. On peut mettre beaucoup d'hommes empilés les uns au-dessus des autres à l'intérieur de la machine ITER. Alors, ITER, en quelques chiffres, ITER, c'est une machine qu'on peut qualifier de gigantesque parce qu'elle représente à peu près 23 000 tonnes pour un volume de plasma de l'ordre de 840 mètres cubes, à comparer par exemple aux 20 mètres cubes qu'on utilise sur Torsupra. L'objectif, c'est de générer 500 mégawatts avec les réactions de fusion. Alors, c'est de générer 500 mégawatts au niveau du plasma en injectant seulement 50 mégawatts de puissance pour chauffer ce plasma. Donc, l'idée, c'est d'injecter jusqu'à 50 mégawatts de puissance pour chauffer le plasma, obtenir un plasma où les réactions de fusion nucléaire s'opèrent, et ces réactions de fusion nucléaire produisent jusqu'à 500 mégawatts au niveau du plasma. Donc, on a un rapport de puissance, on a un gain de l'ordre de 10 au niveau du plasma. On cherche à faire avec ITER des plasmas qui vont durer entre 400 et 1000 secondes. Et le premier plasma d'ITER est actuellement prévu pour 2026. Mais ce sera un premier plasma, on va la qualifier de technique, pour vérifier que l'ensemble de l'installation fonctionne bien. Et les recherches avec des mélanges de plasma susceptibles de produire des réactions de fusion nucléaire seront uniquement réalisées à partir de 2035. Donc vous voyez que c'est un projet qui est sur des temps assez longs. Voilà à quoi ressemblait, j'aurais pu actualiser un peu plus le site, mais en tout cas, voici à quoi ressemble ITER. Si vous avez la chance de venir dans les Bouches-du-Rhône, ITER peut également se visiter gratuitement. Alors, les visites ont repris même avec le Covid, ce qui n'est pas le cas à Cadarache, mais en tout cas, sachez que ça peut s'organiser. Si vous souhaitez visiter ITER, et j'espère un jour au CEA à Cadarache, n'hésitez pas à aller voir sur le site web d'ITER ou à nous contacter directement. Donc, ITER, c'est un grand chantier pour l'instant, avec beaucoup de bâtiments qui sont en cours de construction, pas tous terminés, certains le sont. Les bâtiments qui sont terminés sont par exemple le hall d'assemblage pour les gens qui vivent dans la région. Il est assez visible parce qu'on le voit de très très loin. Il est très haut, il fait 40 mètres de haut. Derrière, vous avez un certain nombre d'installations, un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas forcément tous terminés, un certain nombre de transformateurs électriques. Et puis, donc tout ça, ça représente le site ITER avec un certain nombre de bureaux également tout autour. Et puis, derrière ITER, vous avez une clôture où vous avez le CEA Cadarache. Donc, je vous parle depuis un bureau qui se trouve là, un CEA IRFM, quelque part ici. Alors, qui travaille à ITER ? ITER, c'est un organisme international, donc à ce titre, il y a une représentation internationale des personnes qui y travaillent. Alors, il se trouve en particulier
cette représentation-là est distribuée à peu près en fonction du coût assuré par les partenaires. Donc, l'Europe assure le coût principal d'ITER et donc voilà pourquoi il y a à peu près 70% des gens qui travaillent à ITER qui viennent de l'Union européenne en général. Et puis ensuite, une répartition, donc les États-Unis, la Russie, la Corée, le Japon, l'Inde et la Chine. Alors, pas forcément tous à peu près avec les mêmes proportions, mais ça représente à peu près 1000 personnes permanentes, 1000 chercheurs à l'organisation internationale et puis beaucoup actuellement de travailleurs sur le chantier qui est autour. Si on vous pose la question, si les étudiants vous posent la question comment faire pour, moi je suis intéressé par la fusion, je voudrais travailler sur ITER en particulier, sachez qu'il existe un certain nombre de cursus d'études sur les sciences de la fusion. En particulier, il en existe en France, à Paris, à Nancy ou Marseille, donc des cursus pour apprendre la science de la fusion, donc plutôt sur les aspects physiques, donc théorie physique des plasmas, interaction entre les ondes et les plasmas, mais également sur les aspects technologiques, comment réaliser ces champs magnétiques-là. On utilise des supraconducteurs, donc beaucoup d'aspects technologiques. Donc, en France, il existe un master dédié. Et puis en Europe, il existe un certain nombre également de masters, dont un master européen qui dure 2 à 3 ans, dans lesquels les étudiants voyagent de site en site sur toute l'Europe pendant ces 2 ans. Alors, il existe d'autres masters fusion, notamment dans d'autres pays, Italie, Espagne, République tchèque. Ce n'est évidemment pas nécessaire d'avoir un master pour travailler dans la fusion, parce que la fusion fait appel, et on en parlera tout à l'heure pour les aspects pédagogiques, la fusion fait appel à l'ensemble de la physique que l'on connaît aujourd'hui et l'ensemble de la technologie, de l'eau, de l'électricité, de l'électromagnétisme, du froid. Et donc, on a besoin d'un panel très grand de métiers allant des techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs avec des doctorats. Alors voilà pour ce balayage rapide de la fusion. Donc un jour, est-ce qu'il y aura une centrale électrique qui utilisera la fusion pour produire de l'électricité? Ben, on l'espère, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour tout de suite, hein, ce n'est pas avant les années au mieux 2040, 2050, peut-être même plus, en fonction des découvertes. Ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, ça on ne sait pas. Dans tous les cas, on pense que cette future centrale, il y aura un plasma très chaud confiné par des champs magnétiques très puissants. Et pour faire ces champs magnétiques très puissants, on utilise des bobines qui sont refroidies à des températures très très basses. On imagine pour avoir ces températures très chaudes de plasma, il va falloir les démarrer, chauffer ces réactions avec un chauffage initial. Et l'objectif, c'est d'avoir à un moment donné plus de chauffage avec les réactions de fusion qu'on en a utilisé pour chauffer ce plasma. Ça, c'est ce qu'on espère démontrer, en tout cas, sur la machine ITER qui est en construction à cadrage. Voilà, merci pour votre attention. Je pense qu'on a le temps de prendre peut-être quelques questions avant de passer à la présentation du matériel pédagogique créé par FuseNet. Si tout le monde est encore là. Alors, allez-y. Eh ben, je me lance parce qu'il faut que quelqu'un commence. Moi, j'ai une question. Vous nous avez parlé donc de cette faible densité des plasmas, moins dense que l'air. Pourquoi? Parce que finalement, on pourrait penser que plus c'est dense, plus on peut avoir de fusion, plus on confine de particules au même endroit, et puis plus on peut imaginer qu'elles fusionnent ensemble. Pourquoi cette faible densité, justement? C'est vrai, mais c'est aussi parce que plus il est dense et moins il va être stable. Il existe un certain nombre du coup, de lois physiques qui nous imposent le fait d'avoir ces densités de plasma. Si on voulait augmenter la densité d'ions ou d'électrons à l'intérieur de ce plasma, rapidement, on aurait des instabilités qui naîtraient dans ce plasma et qui autodétruiraient le plasma. Si ça marche bien dans le Soleil avec des densités très fortes, beaucoup plus fortes que ce qu'on utilise nous,
c'est parce que la force de gravité du Soleil est vraiment terriblement beaucoup plus puissante que ce qu'on peut réaliser avec des aimants même très puissants. Donc voilà pourquoi on a cette limitation intrinsèque d'avoir des plasmas qui sont, on va dire, très ténus. Quand on dit vraiment très ténus, ça veut dire qu'il suffit qu'une poussière de métal tombe à l'intérieur de ce plasma. Le métal, les ions du métal, enfin les particules, les atomes du métal vont se ioniser dans le plasma et en se ionisant, ils vont du coup, en gagnant de l'énergie pour se ioniser, on va absorber cette énergie du plasma. Donc il suffit qu'une particule de poussière tombe à l'intérieur du plasma pour annihiler directement le plasma, pour l'arrêter d'un coup. Voilà pourquoi c'est une méthode qu'on pense sûre, mais inconvénient pour nous chercheurs, à la moindre chose, au moindre pépin qui arrive, ça arrête immédiatement les expériences. Pas toujours très pratique. Je voulais juste vous questionner sur les neutrons. Ces neutrons qui sont émis, du coup, ils vont taper contre les parois Oui. du tokamak. Mais est-ce qu'il peut y avoir des neutrons qui s'échappent et est-ce qu'il peut y avoir des dangers? Alors, les neutrons sont très bien arrêtés par l'eau. Alors, il se trouve que du coup, l'ensemble des parois de notre machine que nous, on utilise au West, mais nous, on n'a pas trop de problèmes de neutrons, mais en particulier pour ITER, dans lequel on imagine avoir une production de neutrons importante, l'ensemble des parois de la machine ITER seront refroidies par de l'eau. Donc, ces neutrons, la majeure partie de l'énergie de ces neutrons va être arrêtée dans l'eau, et c'est de cette manière qu'un jour, on espère pouvoir fabriquer de l'électricité en créant de l'eau chaude, en utilisant cette eau chaude pour en faire de la vapeur et faire tourner des turbines avec de la vapeur, comme à peu près toutes les centrales thermiques qui existent aujourd'hui, sauf les éoliennes. Donc, pour créer cette eau chaude, on fait circuler de l'eau tout autour des parois. Les neutrons vont traverser souvent les parois, aller dans l'eau, chauffer l'eau. On compte un jour récupérer cette eau chaude pour en faire de la vapeur, faire tourner des turbines. Alors au passage, ces neutrons peuvent également du coup intercepter parfois les parois, rentrer en collision avec les parois, et c'est ça qui va rendre les parois du tokamak radioactives. C'est pour ça qu'il faudra gérer comme il faut les parois du tokamak. Et quand on devra démanteler un réacteur à fusion, on devra du coup faire en sorte de faire attention à ces aspects-là. Un autre aspect de ces neutrons, c'est que ces neutrons, quand ils impactent les matériaux comme l'acier, on sait qu'ils les fragilisent également. Par contre, là, c'est l'inconnu. Les neutrons qui sont produits, qui ont une énergie de 14 MeV, actuellement, il n'y a aucune installation dans le monde qui est capable de produire ces neutrons de 14 MeV. Donc, on a, on va dire, aucune idée, en tout cas pas de certitude sur comment les matériaux vont réagir lorsqu'ils seront bombardés par ces neutrons de 14 MeV, 14 mégaélectronvolts. C'est un autre objectif de l'installation d'ITER, c'est de voir comment les parois d'ITER fonctionnent, comment elles vieillissent dans le temps sous l'effet de ce bombardement neutronique. Vous avez parlé de l'utilisation du lithium pour produire du tritium, si je me souviens bien, pour faire un des deux ingrédients de la fusion. C'est ça. Mais le lithium, c'est pas déjà un matériau, j'ai mis la question dans le chat, c'est pas déjà un matériau qui est un petit peu sous tension en termes de… Tout à fait. Alors, effectivement, à un moment donné, les réserves de lithium, alors il y a du lithium 6 et du lithium 7. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du lithium 6 en particulier. Mais effectivement, alors après, les quantités de lithium ne sont pas forcément les mêmes pour un réacteur dont la taille est définie, avec un parc de batteries, de millions de batteries dans le monde. Effectivement, les quantités ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, si un jour on arrive à démontrer que la fusion est une voie d'avenir, est-ce qu'on aura assez de lithium pour construire, je ne sais pas moi, 10 000 réacteurs dans le monde? Ça, actuellement, je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est… De toute façon, avant de construire 10 000 réacteurs à fusion, il va falloir un certain temps. Par rapport à, en tant qu'enseignante, par rapport à tout ce qui est développement durable, disparition des centrales nucléaires, etc. Bon, c'est sûr qu'avec 1,5 litre d'eau, on pourra alimenter une maison pendant 1 an.
mais quel est le coût et par rapport à tout ce qui est développement durable, comment pédagogiquement faire passer le message aux élèves? Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? très honnêtement, le coût, pour l'instant, personne n'en a aucune idée. Parce qu'on ne sait déjà même pas, ça reste une expérience. L'objectif, c'est de démontrer déjà avec ITER qu'on arrive à produire plus d'énergie qu'on en y a mis pour arriver à obtenir ces fusions nucléaires. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, imaginons que ce soit un succès, qu'on arrive à démontrer qu'on produise suffisamment d'énergie avec un gain important. L'étape d'après, c'est cette conversion d'énergie en énergie thermique pour fabriquer de l'électricité. Là encore, il y a un certain nombre de pertes qui interviennent là-dedans. Alors, du point de vue énergie durable, après, c'est une question qui peut faire l'objet d'une journée entière de débat parce que est-ce qu'on aura suffisamment de métaux rares pour produire un nombre incalculable d'éoliennes? Ça, je n'ai pas la réponse non plus. Est-ce qu'on aura suffisamment de surface pour produire des champs monumentaux de panneaux photovoltaïques? Je n'ai pas la réponse non plus. Et puis enfin, le problème avec les énergies renouvelables en particulier, c'est comment est-ce qu'on fait pour stocker l'énergie? Le problème du photovoltaïque, c'est que ça produit de l'énergie en pleine journée, ce qui ne correspond pas forcément avec les besoins actuels. Ça veut dire qu'il faut sans doute changer nos besoins, utiliser moins d'électricité la nuit. Du point de vue du développement durable, l'intérêt de la fusion, il est que cette technique ne produit pas de déchets pour les générations à venir, en tout cas des déchets avec des durées de vie de l'ordre du millier d'années. Et l'autre aspect sur le point de vue du développement durable, c'est quand même qu'on peut récupérer le deutérium, qui est le matériau premier pour faire des réactions de fusion, dans l'eau de mer. Et l'eau de mer est distribuée de manière assez bien répartie dans le monde entier, contrairement aux mines de métaux rares, contrairement au pétrole. Il faut des sacrées jauges. Les matériaux que vous utilisez pour les jauges ne sont pas très… Quelle jauge? le jet, le Thor, Supra, les matériaux qui sont utilisés C'est de l'inox. qui prennent un petit peu de radioactivité. Oui, bien sûr. Il faut refroidir tout ça, ça coûte beaucoup d'énergie et c'est pas de l'énergie propre. Bien sûr, mais comme les panneaux solaires, ce n'est pas du tout… il y a malheureusement pas d'énergie propre. Exactement, oui. Du bout à l'autre de la chaîne. Donc après il faut peser les avantages et les inconvénients. Déjà, il faut voir si un jour la fusion peut être économique. Actuellement, personne ne le sait. Et on ne le saura pas avant une trentaine d'années. Donc, est-ce que la question c'est, est-ce que la fusion va nous sauver du réchauffement climatique? Très honnêtement, la réponse est non. Je pense aussi, oui. Mais ça ne nous empêche pas peut-être d'essayer de chercher, parce que même si les choses ne s'arrangent pas d'ici 30-40 ans, on sera peut-être bien content dans 30-40 ans d'avoir une solution technique capable de produire beaucoup d'énergie dans une empreinte géographique relativement faible. Merci. Et demi 24-24, voilà, c'est l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en partie, mais bon, je m'en doutais de la réponse. Mais c'est surtout pour transmettre le message aux futures générations. Oui. Le message, le mien en tout cas, c'est qu'il faut vraiment chercher dans toutes les directions. Évidemment, il va falloir changer ses habitudes, ça c'est sûr, mais ça c'est un autre débat. Et une dernière question par rapport aux valeurs des champs magnétiques que vous utilisez. Alors, on utilise des champs magnétiques qui sont de l'ordre du Tesla. Donc, c'est plusieurs milliers de fois le champ naturel terrestre. Donc, ça fait partie des aimants qui sont vraiment les plus puissants au monde. Donc, dans notre installation, par exemple, Thor Supra Ouest, on a au centre du plasma un champ magnétique de l'ordre de 3,7 Tesla. Et dans ITER, au centre du plasma, on aura un peu plus de 6 Tesla. Donc, les derniers IRM de pointe produisent un Tesla, mais pour l'instant de façon uniquement expérimentale. Donc, vraiment, on fait partie de ces très très haut de gamme.
en termes de puissance et de champ magnétique. D'accord. Merci. Alors, si vous avez d'autres questions, alors soit vous pouvez me les envoyer par mail, soit vous pouvez revenir à 16h30 sur ce lien Zoom, où je serai, voilà, on pourra discuter. Mais maintenant, je vais passer à la suite. Voilà, hop. Alors, est-ce que vous voyez encore? On voit le diapo. Moi, je vois l'emploi du temps, là, c'est tout. Très bien, eh bien c'est ça. Alors, D'accord. donc je vais vous présenter maintenant le matériel pédagogique, donc en tout cas, ou du moins ce que sera, quel est l'objectif de ce matériel pédagogique qui est produit donc, par FuseNet, donc, qui est l'organisme européen d'éducation, enfin le réseau européen d'éducation autour des activités de la fusion, donc partout en Europe. Alors la première question, c'est effectivement pourquoi parler de la fusion au collège et au lycée. Donc, l'avantage, en tout cas mon niveau un avantage en termes de communication, c'est que la réalisation d'un réacteur fusion nucléaire fait appel à vraiment tous les domaines, mais vraiment tous, les domaines de la physique et de l'ingénierie, de l'électricité, du magnétisme, donc avec les champs magnétiques, la chaleur, comment est-ce que le flux de chaleur qui va arriver sur les matériaux de notre réacteur va être transporté au caloporteur, comme de l'eau ou peut-être autre chose, pour un jour faire tourner des turbines. La physique atomique, la physique des plasmas, l'hydraulique. L'ensemble de cette machine est activement refroidi par des réseaux d'eau sous pression. Les basses températures, les aimants qu'on utilise sont des supraconducteurs et du coup, ils doivent être refroidis à des températures très basses, de l'ordre de moins 270 degrés. Donc, on est dans du très chaud et quelques mètres après, dans du très, très froid. Et donc, pour assurer cette étanchéité de température, on utilise également du vide. Donc, il y a du vide un peu partout. L'ensemble de la machine est pompé avec un très bon vide, à peu près ce qu'on peut avoir dans l'espace. Et puis, les interfaces entre les différentes parties de la machine sont également souvent pompées au vide pour éviter d'avoir des transferts de chaleur. On utilise l'électromagnétisme alors dans tous les domaines possibles, que ce soit dans le visible, dans le micro-ondes, dans l'infrarouge, alors soit pour chauffer le plasma, soit pour avoir des capteurs qui vont aller voir ce qui se passe. Donc, des caméras visibles qui vont aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la machine, des caméras infrarouges pour aller voir s'il y a des matériaux qui montent en température, etc. Et puis toute l'infrastructure de mesure et de contrôle. Donc là, vous avez toutes les mesures possibles et inimaginables, donc mouvement, température, etc. Et puis toute l'informatique évidemment qui va. Donc à peu près tous les segments de la physique et de l'ingénierie sont représentés sur une machine de fusion et donc du coup on peut trouver un certain nombre de sujets intéressants pour parler au collège et au lycée. D'autant que le collège et le lycée, c'est à partir de là qu'on peut commencer à éveiller beaucoup. Enfin, il faut commencer avant, mais en tout cas que l'enthousiasme pour les sciences peut se développer un peu plus qu'au primaire. Alors, dans cette présence, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un aperçu du matériel pédagogique, comment il sera organisé, puis vraiment quelques exemples et puis quelques liens pour aller plus loin. Une fois cette présentation terminée, dans quelques jours, semaines, mois, je ne saurais pas trop vous dire, vous allez recevoir les éléments de cours qui seront vraiment prêts à l'emploi. En tout cas, modifiables complètement, libres de modification, qui seront déroulés dans 5 chapitres sur la fusion. Alors, ces 5 chapitres concernent les bases de la fusion. Donc, les bases de la fusion, c'est la physique atomique, E égale MC2, comment calculer l'énergie lors d'une fusion nucléaire, par exemple. Un peu d'histoire de la fusion. L'histoire de la fusion est relativement ancienne. Les technologies utilisées dans la fusion, donc les champs magnétiques, le chauffage du plasma, les matériaux qui sont utilisés dans la fusion. On utilise beaucoup d'inox pour l'enceinte du réacteur, mais face au plasma, on utilise d'autres matériaux comme du tungstène, du beryllium, pour différentes applications. Et puis enfin, un dernier chapitre sur la fusion et son contexte énergétique, comment la fusion peut éventuellement s'insérer
dans le contexte énergétique et puis dans le contexte, je pense, des modifications climatiques. Alors, chaque chapitre propose des objectifs d'apprentissage. Alors, voici un exemple. Par exemple, sur le chapitre 1, les bases de la fusion, les objectifs, il y a des objectifs qui sont donnés à la fin de chaque chapitre. Donc, à la fin du chapitre 1, par exemple, les étudiants auront pu voir, comprendre le lien entre le changement climatique et le problème énergétique, grosso modo pour dire que les besoins en énergie ne font que croître. Or, tout simplement, on va rapidement avoir un problème dans la mesure où on continue d'émettre du CO2 à cause de l'exploitation que l'on fait des énergies fossiles. Donc, si on veut continuer à utiliser de l'énergie, il faut trouver des mécanismes différents, des productions différentes, des méthodes d'utilisation différentes. Expliquer la différence entre la fission et la fusion, écrire des réactions de fusion, par exemple entre le deutérium et le tritium, mais ça peut être aussi entre deux protons, comme à l'intérieur du Soleil, décrire ce qu'est un plasma et puis comprendre les bases du confinement magnétique. Donc, pourquoi est-ce qu'un ion suit la trajectoire imposée par un champ magnétique, par exemple. Donc, chaque chapitre contiendra le manuel du professeur, des diapositives de présentation librement modifiables, des documents pour les élèves, là aussi également modifiables, et puis des exemples d'exercices. Alors, les documents pour les élèves, c'est une répétition des objectifs d'apprentissage avec un texte explicatif et illustré, des exercices et éventuellement des liens vers des lectures ou des vidéos complémentaires. Le manuel du professeur, quant à lui, il contient les objectifs d'apprentissage, la liste des concepts qui sont utilisés dans le chapitre, les concepts physiques connexes, si vous voulez faire après des liens entre différents cours. Si vous voulez utiliser un cours sur les champs magnétiques, par exemple, pour dire, les champs magnétiques, on les utilise aujourd'hui, par exemple, dans les IRM, et puis, par exemple, aussi dans un réacteur à fusion. Le plan des cours, alors on va parler du plan des cours juste après, des liens sur le sujet, et puis la solution détaillée des exercices. Alors, les plans des cours, qu'est-ce que c'est ? Pour chacun des chapitres, il y aura une tentative, en tout cas une proposition d'utilisation du contenu de ce cours pour des cours qui peuvent être soit de 15-30 minutes, soit d'1 heure, soit pour des cours plus longs. Comme ça, donc du coup, à vous d'adapter en fonction de vos contraintes, de vos envies, à vous de piocher comme ça vous arrange. Le manuel du professeur contient également des sujets connexes. Donc, par exemple, sur les bases de la fusion, ces sujets sont liés avec la physique atomique, avec les réactions nucléaires. Donc, ça, c'est des chapitres qu'on voit au 3e, je crois. L'électricité, magnétisme, la loi des gaz parfaits, après, sans doute plutôt pour le lycée. Les diapositives contiennent ce qu'ils appellent une narration visuelle, des illustrations de qualité et des vidéos vers des ressources intéressantes. Alors bien sûr, il est possible, l'objectif c'est que ces diapositives ne soient pas au format PDF, qu'il soit évidemment possible de piocher et de modifier en fonction de vos besoins. Alors voici quelques exemples, c'est vraiment des exemples qui ne sont pas terminés, pour être tout à fait honnête, et qui le seront dans les semaines à venir. Par exemple, les exemples qui viennent, c'est sur le chapitre 3, les technologies utilisées dans la fusion. Donc, on va parler du tokamak, les méthodes pour chauffer le plasma, la chambre à vide d'ITER ou le cryostat d'ITER, comment faire des mesures de champ magnétique. Alors, voilà à quoi pourraient ressembler ces diapositives. Là, ici, dans cette diapositive, on explique le principe du confinement magnétique et surtout, on explique comment est-ce qu'on génère un courant électrique à travers notre anneau de plasma. Ce courant électrique, il est généré par un effet d'induction, donc de la même façon que fonctionnent les transformateurs électriques. Pour ça, il faut avoir vu évidemment les transformateurs électriques. Et donc, on peut faire le lien entre les transformateurs électriques et les tokamaks. De la même façon, on peut faire le lien entre la formule de la puissance dans une résistance, P égale R carré, avec ce qui se passe dans un tokamak. Quand dans notre plasma, il y a un courant qui fait plusieurs millions d'ampères qui circule dans notre plasma, par effet Joule, ça chauffe le plasma.
La différence, c'est que dans notre cas, la résistance, la résistivité du plasma, elle dépend de la température du plasma, ce qui n'est pas le cas ce qui complique un petit peu notre affaire. Sur les moyens de chauffage, on peut faire la correspondance entre les micro-ondes qu'on utilise pour chauffer les aliments avec les micro-ondes qu'on utilise nous sur nos installations pour chauffer le plasma, par exemple. Sur l'injection de faisceaux de particules neutres, on peut faire le lien entre la collision de particules, comme la collision de billes de billard, avec le transfert d'énergie qu'on obtient quand on injecte des faisceaux de particules accélérées neutres à l'intérieur de nos tokamaks pour augmenter la température du plasma. Le vide, qu'est-ce que le vide? Pourquoi le vide est nécessaire à l'intérieur d'un tokamak? Comment est-ce qu'on arrive techniquement à obtenir des pressions qui sont plus faibles que 10 millions de fois la pression atmosphérique? Donc là, on est dans des vides, ce qu'on appelle des ultra-vides, de l'ordre de ce qu'on a dans le proche espace. Comment est-ce qu'on fait pour assurer l'étanchéité d'une si grande machine? Donc là, c'est encore une illustration d'ITER, vous voyez le bonhomme, le Homo sapiens qui est en bas, et qui est donc tout petit par rapport à la chambre à vide d'ITER. Comment est-ce qu'on réalise les mesures magnétiques? Donc, alors là, il y a différents systèmes, différentes physiques qui sont utilisées pour aller mesurer soit le courant qui circule dans le plasma, soit mesurer les champs magnétiques produits ou utilisés, etc. Voilà à peu près ce que contiendront les planches qui seront distribuées dans les semaines à venir. Pour les élèves, donc, il y a également des documents en préparation qui contiennent les textes explicatifs. On peut aller sur plusieurs pages avec des illustrations et des liens vers des lectures ou des vidéos complémentaires. Voilà par exemple un exemple pour le premier chapitre, avec toujours pareil, les objectifs d'apprentissage, le problème énergétique, les réactions nucléaires. Qu'est-ce que c'est que le plasma? On dit souvent que c'est le quatrième état de la matière. Les particules électriquement chargées en présence de champs magnétiques. Il y aura également des exercices. Chaque chapitre contient des exercices pour l'élève, des solutions, exercices et solutions pour le professeur. Alors voilà par exemple un exercice typique pour la fusion. Les réactions de fusion qui sont à l'intérieur du Soleil ne sont pas celles de deutérium et de tritium, mais ce qu'on appelle les réactions dites proton-proton. En particulier, à l'intérieur du Soleil, à chaque instant, fusionnent 4 protons, qui correspondent au noyau d'hydrogène sans électrons, et ces 4 protons vont fusionner dans une cascade de fusion jusqu'à produire de l'hélium. Alors, sachant qu'un atome d'hydrogène a donc un poids, une masse, c'est la valeur de la vitesse de la lumière. En utilisant l'équation E égale mc2, on peut en déduire quelle est l'énergie qui est libérée par la fusion de 4 protons, et puis comparer ça à l'énergie de l'hélium, et puis voir que du coup, il y a une différence, il manque quelque chose, et c'est ça l'énergie, de la fusion, qui provient du défaut de masse. Chaque chapitre recommande des liens et des lectures additionnelles, donc des liens intéressants. Voilà par exemple quelques liens qui sont donnés, à la fois des liens fun, comme il existe même une application pour jouer avec un tokamak sur un téléphone portable, des cours ou vers des livres qui existent. Donc, le serveur de documents, vous avez reçu ou vous allez recevoir dans les semaines, mois qui viennent, les liens pour récupérer les documents, ces documents-là. Donc, il sera disponible à ce lien-là. Vous serez averti par email et comme je l'ai dit, tout cela est librement modifiable. Enfin, si vous avez une imprimante 3D ou si vous faites des choses, si vous aimez jouer avec les maquettes, ITER a récemment produit l'ensemble des modèles 3D permettant de réaliser une maquette complète d'ITER et de reproduire la façon dont ITER sera à peu près assemblé, vraiment à construire un peu comme un Lego, mais à imprimer. Donc tous les détails, par exemple, sont donnés
sont donnés là et vous seront redonnés si ça vous intéresse. Donc, en résumé, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était là un aperçu du matériel que vous allez obtenir dans les semaines à venir, comment il est structuré, avec quelques exemples, quelques liens. Et donc, voilà ce que vous recevrez ce qui sera libre à disposition dans les semaines à venir. Alors, bon, ça apparaît. Ce que nous aimerions, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que nous organisons cet événement-là. Donc, comme toutes les premières fois, c'est totalement perfectible, c'est l'objectif. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à la fois sur aujourd'hui, comment ça s'est passé, bien, pas bien, et puis sur les documents pédagogiques, est-ce que ça correspond au programme, à votre programme ou pas, voilà. La difficulté avec cette opération, c'est qu'il fallait essayer d'harmoniser tous les programmes partout en Europe, enfin, voir en tout cas ce qui était compatible dans le secondaire partout en Europe. Donc, ce qu'on étudie en France, ce n'est pas forcément la même chose ou pas de la même façon que ce qu'on étudie en Grèce. Donc, votre avis est important. N'hésitez pas à en parler autour de vous éventuellement. Donc, peut-être, on espère que cet événement sera reproduit l'année prochaine. Si vous pensez qu'il y a des choses intéressantes, n'hésitez pas du coup à en parler autour de vous. Voilà, je suis à peu près à l'heure, c'est très bien. Donc, j'ai même le temps de prendre quelques questions, si vous en avez. Du coup, si j'ai bien compris, ça s'adresse au minimum à des élèves de 3e, hein, ce matériel Alors, pédagogique. là, j'avoue que je ne suis pas très au fait, moi, des programmes. C'est justement un peu ce qu'on attend de cette première expérience, c'est d'avoir un certain nombre d'échanges pour savoir si c'est adapté au programme des collèges, si oui, quelle classe, est-ce qu'il manque des choses, est-ce qu'il y a des choses qui paraissent vraiment... Et est-ce qu'au contraire, c'est trop, le niveau est trop grand? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Ça fait partie des choses qu'on aimerait effectivement connaître dans les semaines, mois à venir. Votre retour est important de ce point de vue-là. Je sais, pour avoir un fils qui est en 4e, qu'il n'a pas encore vu beaucoup des choses dont on parle, à la fois électricité. L'électricité, il débute, mais magnétisme nucléaire, c'est des choses qu'on voit, je crois, en 3e. Il me semble que la décroissance radioactive, on voit ça en 3e. Non, même pas. Bon, pas. C'est plutôt au lycée après. C'est plutôt lycée. La décroissance radioactive, c'est en première. C'est en première, voilà. Donc, en fait, c'est fait pour tout le secondaire. Secondaire, ouais, d'accord. Ça va du collège au lycée. Il est possible que... Bon, après, c'est à piocher. Il y a des choses qu'on doit pouvoir prendre, je pense, pour le collège. Oui, bien sûr. Après, je suis enseignant en collège, j'aurais bien vu des petits cahiers d'activités à compléter, en fait, Ouais. pour les élèves. Ça pourrait être intéressant. Ouais, d'accord. Ça, après, voilà. Ça fait partie des retours, du coup, que je vais noter suite à cette journée, pour soumettre l'idée à Fusnet. Pour ma part, pour enseignante au collège aussi, je pense qu'une visio pourrait être très bien. Comme ce que vous avez expliqué au début, par rapport aux équivalences, là, ça, je pense que ça peut bien percuter chez des élèves de 5e. Pour tout ce qui est transfert d'énergie aussi, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, mais une visioconférence, pour en avoir déjà fait l'an dernier sur la Lune, les élèves avaient adoré. Ouais. Voilà. Et on pouvait poser des questions en chat et c'était vraiment bien. Oui, c'est mieux. Oui, mais ça, on peut faire. Alors, là, je pense que ça peut être bien. Il suffit de nous contacter. On peut le faire en plus en visio, c'est facile. On peut le faire au coup par coup et puis plus adapté au public visé. Effectivement. Là, effectivement, aujourd'hui, là, c'était à destination. Prise de contact, oui. Non, mais c'est très bien, comme ça, on peut voir ce qu'on peut faire, oui. Oui, il ne faut pas hésiter à aller chercher les chercheurs. Alors, c'est compliqué, des fois, vous ne savez pas où aller chercher, mais souvent, on est les premiers demandeurs pour aller expliquer ce qu'on fait. Et est-ce que vous pourriez éventuellement faire une visite en visio du site? Oui. On a déjà fait ça une fois alors vous voyez, c'était des étudiants en Thaïlande. Donc, si c'est possible avec des étudiants qui étaient en Thaïlande, ça doit être possible pour des... À Manosque, oui. À Manosque. Donc, pour visiter l'installation, alors, Torsupra Ouest, sur laquelle moi je travaille, a priori, c'est possible. Ça s'organise un peu à l'avance, mais ça doit être possible. Merci.
Oui, dans le même registre sur le collège, je travaille dans une structure qui s'appelle la Maison pour la Science et c'est fondé sur le principe de la main à la pâte. Donc, moi, je suis un peu à la recherche de situations déclenchantes qui puissent mettre les élèves de collège en démarche d'investigation. Et est-ce que vous avez réfléchi à cette démarche-là? Est-ce qu'il y a un groupe de travail qui se penche sur la question, sachant qu'effectivement, pour moi, et puis pour pas mal de gens, on défend l'idée que les élèves s'approprient la connaissance, d'autant mieux que s'ils ont matière à mettre la main à la pâte pour dire vite. Mais Oui, être moins dans le avec vraiment, vous voulez transmissif, dire voilà. en pratique? C'est-à-dire Oui, avec tout à des fait. TP? Voilà, c'est ça, ouais. Bon, alors on va pas faire un tokamak dans la classe. Voilà, le problème, il est Mais, là. mais après, sur tout ce qui est magnétisme, électricité, là, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein, ça. Oui. Mhm. Le courant qui passe dans le fil et qui déplace la boussole, ça, c'est les trucs évidents. Oui, Après, par exemple, oui, alors la maquette en 3D est pas mal de ce point de vue-là. Oui, c'est ce que j'ai retenu là, oui. Il y a des expériences qu'on peut faire avec le vide. Alors, il faut avoir une pompe à vide. Bon, il y a des pompes à vide qu'on peut avoir à la main, hein, qui sont… Mais dans une démarche d'investigation, ce qu'on dépasse, on a évolué depuis une dizaine d'années, on est moins dans vouloir faire absolument de l'expérience. On peut être aussi dans une démarche d'investigation à partir d'un jeu sur lequel il y a des cartes, par exemple, qui posent un certain nombre de questions. Il faut être à plusieurs pour trouver les éléments qui permettent de trouver la réponse à la problématique donnée. Vous voyez, des choses qui… Qu'est-ce que c'est qu'une fusion, par exemple? Il y a un tas de données qui sont disponibles sur la table. Et puis, on se rassemble pour faire un puzzle et pour essayer de trouver des éléments de réponse qui puissent ensuite être exposés. Et puis, le scientifique intervient après pour effectivement corriger ce qui a été construit par les élèves par rapport à leur représentation pour les modifier et les installer le savoir qui était attendu. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, il n'y a pas de groupe de travail là-dessus, sur des jeux, par exemple, de découverte de toutes les notions qui vont autour de la fusion. Il faut que je pose la question à FuseNet. Hein. C'est une piste intéressante, notamment pour eux, pour les contenus pédagogiques, hein, plutôt que des slides qu'après on n'utilise pas. Oui, c'est ça. Faire des choses… Pour le collège, je pense que c'est… Pour le collège, c'est peut-être mieux. C'est vrai qu'en lycée, bon, ça, et encore qu'en seconde et en première, ils apprécient pas mal de pouvoir faire de la mise en œuvre dans la démarche d'investigation. C'est vrai que le savoir institutionnel qui est descendant sous forme de slide, ça, c'est bien, mais je pense que ça vient après une mise en appétit, j'ai envie de dire, qui donne envie de savoir, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une bonne idée, ça. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas encore ce genre de choses. D'accord. Voilà. Il existe des jeux vidéo, mais… Voilà, pour information, la Fondation La Main à la Pâte a des gens qui sont mis à disposition pour créer des documents pédagogiques. J'en profite pour faire un peu de pub auprès des collègues qui sont en collège. Et en seconde, d'ailleurs, on a un guide pédagogique sur l'esprit critique, esprit scientifique qui peut intéresser des élèves de seconde. Et justement, esprit scientifique, esprit critique, les thèmes des enjeux énergétiques, vous voyez, des choses comme ça, on est en plein dedans. Voilà, donc on a à disposition nous, des gens qui sont prêts à travailler avec vous pour réfléchir à quel jeu pédagogique il pourrait être mis en place sur une année, quoi, à peu près, puis après une mise en expérimentation en classe. Voilà, ça peut être des choses qui peuvent être… on peut travailler de concert avec vous pour proposer ensuite un guide pédagogique sur la fusion nucléaire. On en a pour illustration, on a des choses sur les océans, les volcans, il y a des choses comme ça qui existent déjà dans les guides pédagogiques de la main à la pâte. Il suffit de taper la main à la pâte et vous trouvez l'ensemble de ce qui est proposé déjà actuellement. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci. Moi, je trouvais l'analogie avec les micro-ondes qui était pas mal. Oui, déjà. Si en classe, on peut avoir un micro-ondes et tout le fait qu'il y ait 1000 micro-ondes, je trouvais ça génial pour les gamins déjà. Oui, alors j'ai pas trop détaillé parce que après, effectivement, quand j'ai des enfants, du coup, je parle plus en mégawatts, je parle en milliers de micro-ondes. En millions de micro-ondes. Pas mal. Moi, j'apprécie quand même que vous ayez des slides qui soient modifiables, qu'on puisse changer et transformer. Ça, c'est quand même vraiment un effort.
Moi, j'enseigne à Bac+2. Et dans l'autre sens, on voit en fait tout le potentiel qu'on peut avoir pour faire des illustrations de nos formules, c'est-à-dire pouvoir dire qu'on peut aussi bien faire de la diffusion avec des lois de Fick ou des lois de Fourier de particules, on peut aussi bien utiliser toutes nos lois de Maxwell sur le magnétisme et ainsi de suite. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à aussi pouvoir proposer vraiment d'aller plus loin et puis voilà, envoyer de la grosse équation pour modéliser vraiment toutes les diffusions et toutes les accélérations de particules qu'on peut avoir. Par Ne nous exemple, poussez pas trop parce qu'on en a des grosses des équations. bah justement, c'est ça aussi qui font rêver les gamins à partir d'un certain moment. Ah Faire ouais. E égale MC2 avec des gens qui ont 20 ans, ça les intéresse plus vraiment, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et que, D'accord. par exemple, je vois très bien le genre de choses qui va intéresser mes élèves, c'est de dire vous accélérez des particules chargées, mais finalement vous voulez injecter des particules neutres. Oui, Comment vous allez réussir le tour de force de les neutraliser sans les ralentir juste avant qu'elles rentrent à l'intérieur tout à fait. du Ouais. tokamak, entre guillemets. Ça, par Ouais. exemple, c'est des problèmes Oui, qui oui. sont vraiment un peu plus poussés et intéressants et qui pourraient enthousiasmer aussi des plus grands. D'accord. OK. Bah, je suis passé très vite là-dessus parce que, bah, bon, mais effectivement, ça doit faire partie, notamment, on en parlait rapidement ici, voilà, il y avait, ça en fait partie. Ça en fait partie. Comment est-ce qu'on produit ces effets chauds de particules neutres? Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire à quel niveau de détail ça va. Euh, moi, je fais des cours au niveau master là-dessus, mais on doit pouvoir trouver un chemin entre les deux. Ok, ben on est dans les temps, c'est super. Donc vous avez reçu tous normalement un deuxième lien Zoom. Donc ça veut dire qu'il va falloir quitter cette session-là et se connecter sur le deuxième lien. Le deuxième lien, donc c'est pour assister à la présentation. Donc cette fois, ce sera en anglais. À la présentation de 3 dispositifs de recherche de fusion qui sont situés en Europe. Hop là, voilà. Le premier, c'est Golem, qui est une installation expérimentale qui est de taille, qui rentre dans un grand bureau, qui est un des premiers tokamaks réalisés dans les années 60, qui a été modifié au fil des années et qui aujourd'hui est utilisé uniquement à des fins pédagogiques. Il est fait de façon à ce qu'on peut lancer des plasmas à distance depuis Internet. Donc, c'est une machine qu'on utilise régulièrement, nous, quand on va faire des cours alors plutôt au niveau master, mais quand on va faire des cours dans le monde entier, ça nous arrive. On utilise cette machine à distance et puis on fait des groupes d'étudiants qui s'organisent entre eux, qui déterminent les paramètres principaux de leur plasma. Il n'y en a pas trop sur cette machine, c'est facile. Et qui programment la machine à distance. Les plasmas arrivent, ça renvoie des données et les étudiants analysent les données. C'est une machine qui est superbe de ce point de vue-là. Et historique, puisque voilà, elle a vécu plusieurs vies, cette machine. Donc ça, ce sera avec mon collègue tchèque, qui se trouve à Prague. Ensuite, on ira à JET, donc, qui est actuellement le tokamak le plus gros au monde, qui est situé à Oxford, donc en Angleterre. Je crois qu'on verra comment est organisée la salle de contrôle, puisque la machine opère en ce moment même. Et puis enfin, on ira sur ITER, donc on retourne à Cadarache, non plus sur le site du CEA, mais sur le site d'ITER, qui est à côté, pour voir, à vrai dire, je ne sais pas encore quoi, mais ITER. Puisqu'ITER n'est pas encore terminé. Voilà, donc cette session en anglais, donc sur le lien Zoom à part, se terminera vers 16h15, 16h30. Et ben, moi, je serai disponible de 16h30 à partir de 16h30 s'il y a des personnes qui veulent encore discuter ou échanger. Il n'y a pas de problème. Et donc, il faudra revenir sur ce lien Zoom de là où on est actuellement. Est-ce que tout ça est clair? Oui. Bon, et ben voilà. Ben, écoutez, si je ne vous revois pas, merci beaucoup pour votre... Merci bien. Je ne Merci. vous reverrai pas, je ne peux pas être mais je vous recontacterai plus tard pour Oui, faire des pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce que la vidéo de la session internationale là, va être enregistrée et récupérable ensuite? Parce que je ne pense pas que je pourrais tout faire. Je pense que oui.
Voilà, je ne vous le garantis pas, mais je pense que oui. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À tout à l'heure. Tout à l'heure.